Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Matin Libre Télévision. Au menu, le processus électoral pour la présidentielle de 2026 entre dans une nouvelle phase. La Sénat ouvre la période de dépôt de candidature. Nous ferons le point dans cette édition sur cette première journée d'enregistrement. Dans l'actualité également, la communauté internationale se mobilise contre la peine de mort en cette journée dédiée à son abolition. Des jeunes partagent leur vision d'une justice plus humaine. Voici donc les grandes lignes de cette édition, le développement dans un instant. Merci de préférer Matin Libre Télévision pour vous informer. Je l'annonçais en titre, la Commission électorale nationale autonome Sénat a officiellement ouvert ce vendredi 10 octobre 2025 le registre pour le dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle de 2026, une étape décisive du processus électoral qui marque donc le top départ des formalités administratives pour les différents candidats. Pour l'heure, aucune affluence particulière n'a été constatée au siège de l'institution. Nos envoyés spéciaux Samiratou Kassoumou et Toussaint Bossa nous en disent plus. Ce 10 octobre marque une étape importante dans le processus électoral au Bénin. La Commission électorale nationale autonome a officiellement ouvert la phase de dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle de 2026. Pour l'occasion, l'institution a revêtu ses plus belles couleurs, une décoration ton du drapeau national et un tapis rouge soigneusement dressé, symbole d'un accueil solennel pour les futurs prétendants à la magistrature suprême. Pour cette première journée, aucun candidat ne s'est encore présenté, mais l'attente reste vive. Les prochains jours s'annoncent décisifs sans doute avec les premières arrivées et les dépôts officiels tant attendus. Le 8 juillet 2025, la Commission électorale nationale autonome avait fixé les pièces constitutives du dossier de candidature à l'élection présidentielle 2026. 3 mois après, le dépôt des dossiers de candidature a démarré donc au siège de l'institution, comme l'a dit Samiratou Kassoumou. Retour donc ici sur les pièces à fournir avec Sabine Kikbadé. Depuis la réforme du système électoral au Bénin, les conditions pour briguer la magistrature suprême ont été revues, renforçant ainsi l'encadrement juridique et administratif des candidatures. Pour la présidentielle de 2025, les aspirants doivent respecter un cahier de charges rigoureux. La Commission électorale nationale autonome Sénat a dévoilé ce jeudi 24 juillet 2025 la liste des pièces à fournir dans le cadre de l'élection présidentielle. Elle a aussi dévoilé les pièces communes individuelle pour chaque duo de candidats en lice pour la présidentielle. Dans la composition du dossier de candidature, on note la présence de parrainage, 28 députés et ou maires par duo de candidats. Aussi, la caution pour la présidentielle est de 25 millions de francs CFA et est à verser à la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. Pour les pièces communes, nous avons une déclaration de candidature physique en double exemplaire contenant le nom, prénom, profession, date et lieu de naissance ainsi que l'adresse complète des candidats aux fonctions de président de la République ou vice-président de la République. Ce document doit également mentionner la couleur, le signe ou le logo des candidats. Une déclaration de candidature matérialisée contenant le nom, prénom, profession, date et lieu de naissance ainsi que l'adresse complète des candidats aux fonctions de président de la République ou vice-président de la République. Elle doit aussi mentionner la couleur, le signe ou le logo des candidats. 28 parrainages d'élus, députés et ou maires provenant d'au moins 15 circonscriptions électorales législatives. Ces parrainages sont attestés par des formulaires nominatifs de parrainage délivrés par la Sénat et valables pour le duo président de la République et vice-président de la République. L'ensemble des formulaires de parrainage doit provenir de 15 circonscriptions électorales législatives.
législatives et une quittance attestant le versement d'un cautionnement de 25 millions de francs CFA à la Caisse des dépôts et consignations au Bénin. Quant aux pièces individuelles, nous avons un certificat de nationalité, un bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un extrait d'acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu, un certificat de résidence, un quitus fiscal des 3 dernières années délivré par le directeur général des impôts attestant que le candidat est à jour du paiement de ses impôts, les preuves de l'appartenance des bénéficiaires ou de leur désignation par le parti ou coalition de partis des parrains, une déclaration sur l'honneur du candidat ou de la candidate certifiant qu'il ou qu'elle ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par la loi et une photo d'identité format passeport et une pièce d'identification en cours de validité. Il faut noter que le code électoral précise que les différentes pièces constituant le dossier de candidature doivent être déposées à la Sénat 180 jours avant la date du premier tour. À cet effet, les dossiers devront donc être déposés au plus tard le 12 octobre prochain puisque le premier tour de la présidentielle est fixé au 12 avril 2026. La Commission électorale nationale autonome Sénat, la Cour constitutionnelle et la Cour suprême sont entre autres institutions qui interviennent dans l'organisation des élections au Bénin pour des élections donc apaisées. Chacune d'entre elles donc doit jouer son rôle et une responsabilité reçue sur nos antennes. Le ministre conseiller de la Justice et aux Relations extérieures rassure donc de l'impartialité de ces institutions pour des élections apaisées. Suivons ici Gilbert Déo Malé. J'estime que tout se passe très bien. Pour ce qui concerne le département de la justice, je crois que il est question qu'on mette tout en place pour que les élections se déroulent dans la paix et la quiétude totale et dans une transparence totale. Et c'est pour cela que il faudrait que quand même les Béninois fassent confiance en nos institutions. Et ce sont ces mêmes institutions qui ont géré les élections dans le passé pour que on ait les députés, qu'on ait le chef de l'État, qu'on ait les maires. Donc notre démocratie fait son petit bonhomme de chemin. Il est question donc de renforcer la démocratie. Et dans ce sens, je pense que le rôle que la justice doit jouer, c'est d'abord en amont de sensibiliser, de dire à la population quelle est la conduite à tenir en période électorale pour ne pas se retrouver face donc à la justice. Et si malgré cela il y a des individus, parce que c'est normal, on a tout dans une société qui décide volontairement d'enfreindre la loi et qu'ils servent d'exemple aux autres pour que tous les citoyens soient en paix. Parce qu'au fait, la justice au Bénin, en tout cas pour ce que nous savons aujourd'hui depuis l'avènement du président Patrice Talon à la magistrature suprême, la justice au Bénin est au service du citoyen, donc du justiciable. Nous avons fait l'option d'aller au contact de la population, de leur expliquer la conduite à tenir en période électorale, surtout en tenant compte du nouveau code électoral qui est en vigueur. Parce que on a constaté que, je ne sais pas, mais de manière arbitraire, les amis de l'opposition ont commencé à présenter une autre vision, une autre version même du code électoral, ce qui pourrait, comme eux-mêmes l'ont dit, entraîner une subversion du désordre dans le pays. Donc, on a anticipé. D'accord. Eux-mêmes avaient dit que si on ne changeait pas le code, ils n'iraient pas aux élections. Mais depuis décembre que nous avons été nommés, on a commencé par expliquer à la population en langue et sans distinction de partis politiques, la population a commencé par comprendre, eux-mêmes ont révisé leur position. Bon, est-ce qu'ils avaient dit qu'ils n'iraient pas aux élections? C'était des doléances qu'ils avaient faites? Non, ils avaient clairement dit que... Ils n'iront pas aux élections. D'ailleurs, que si on ne changeait pas certains articles, oui, qu'il y aurait trouble. Très bien. S'il y a trouble, c'est qu'il n'y a pas élection. Alors, nous, on a estimé qu'il fallait aller expliquer à la population, parce qu'eux, ils sont combien? C'est les populations qui veulent amener dans la rue,
Mais si les populations qu'on doit entraîner de la rue ont compris que c'est un marché de dupes, je crois que... mais Dieu merci, ils se sont rangés, ils veulent aller aux élections maintenant. Et je crois qu'on n'aura plus de troubles, parce qu'on a connu des troubles par le passé. Et aujourd'hui, bon, il n'est pas question d'aller réveiller encore les démons, sinon que leur attitude prouve que à suffisance que c'est eux qui troublaient. Et puis en bref, le Bénin est en deuil. C'est une triste nouvelle qui endeuille tout le monde judiciaire béninois. Le barreau du Bénin vient de perdre l'un de ses membres les plus connus et respectés. Maître Paul Kato Atita n'est plus. L'avocat est décédé après avoir été transporté d'urgence au centre hospitalier départemental de Lomé. Selon plusieurs sources concordantes, figure emblématique du barreau, Maître Kato Atita s'était donc imposé au fil des années comme un acteur incontournable de la scène judiciaire, mêlant figure et rigueur professionnelle et engagement pour la vérité. Son nom est associé à plusieurs dossiers sensibles qui ont marqué l'histoire récente du Bénin. Il fut notamment l'un des avocats impliqués dans le procès pour tentative de coup d'État, un dossier hautement médiatisé impliquant l'homme d'affaires Olivier Bokor, proche du président Patrice Talon, et l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki. Auparavant, il avait également défendu l'ancien président Boni Yayi, confirmant ainsi son statut de défenseur chevronné dans les affaires à forte résonance politique. Son départ laisse un grand vide au sein du barreau du Bénin, mais aussi dans tout le milieu judiciaire et politique du pays. Homme de conviction, acteur, avocat passionné, Maître Paul Kato Atita emporte avec lui une part de l'histoire contemporaine de la justice béninoise. Nous disons paix à son âme. Et je l'annonçais en titre, aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée mondiale pour l'abolition de la peine de mort, une occasion de rappeler la valeur sacrée de la vie humaine et de promouvoir la justice. Cette occasion a été donc propice pour certains jeunes de se prononcer à nos micros. Cette journée me rappelle la lutte contre l'abolition de la peine de mort, le 10 octobre. Et c'est une journée qu'on a chaque année qui nous permet de rappeler ce qui s'est passé quand nous parlons de la peine de la mort et des mesures qui ont été prises pour sensibiliser, pour mettre fin à cette abolition au Bénin. Au Bénin, entre-temps, la peine de mort était exécutée, mais depuis quelques années, il y a des mesures qui ont été prises pour quand même permettre à une personne coupable d'avoir encore une seconde chance, parce qu'on parle des droits humains. Une personne qui nous a fait du mal, une personne qui a tué une personne, le premier réflexe n'est pas de rendre le coup. Le premier réflexe est quand même de permettre à la personne de revenir en lui-même, de lui donner une chance, parce qu'on dit souvent que l'abolition de la peine de mort est une reconnaissance de la dignité humaine. Je prie ces nations-là de s'éveiller, de sensibiliser autour de savoir que l'homme a toujours le droit à la vie. Et donc, de par cela, qu'ils essaient d'abolir cette pratique en permettant à ceux-là qui agissent de telle manière d'avoir quand même une chance. Le premier réflexe n'est pas de mettre fin à leur vie, mais c'est quand même de donner une chance à la personne pour qu'il puisse faire autrement après. Ça représente un événement très important, capital, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le groupement La Vie pour tous n'a pas voulu rester en marge de cette célébration mondiale. C'est un moment important pour nous ici au groupement La Vie pour tous, et c'est justement pour cette raison que nous voulons marquer véritablement cette journée à travers ces conférences, notamment en présentiel mais aussi en ligne que nous avions organisées. Le Bénin a aboli la peine de mort, certes, mais à côté, la peine de mort n'est pas abolie. Et c'est en quelque sorte un soutien que nous, en tant que défenseurs des droits humains, nous portons aux États qui n'ont pas aboli, et même aux citoyens qui peuvent être à tout moment sous le coup de cette atrocité, je vais dire. Et
la peine de mort n'est pas encore conscientisée. Posez la question à certaines personnes, elles vont vous dire qu'on peut punir pour la peine de mort. Donc c'est un travail aussi de sensibilisation, de conscientisation que nous sommes en train de faire pour permettre que cela puisse rentrer véritablement dans le comportement et dans le mental des citoyens. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas rester les bras croisés, parce que c'est universel et tous les pays, ça serait une grande joie pour le monde, que tous les pays puissent prendre l'exemple sur le Bénin et abolir la peine de mort. Comme je le disais tout à l'heure, la case qui brûle à côté peut faire brûler aussi notre case. Donc, c'est un mouvement que nous ne devons pas lâcher. Nous devons, même si le Bénin a aboli la peine de mort, tous les États doivent abolir la peine de mort. Et c'est pour cela que nous sommes en train de continuer cette lutte-là. Pas uniquement pour le Bénin, mais pour tous les pays du monde. La dot béninoise qui va au-delà du cadre d'échange matériel est le symbole vivant d'une alliance entre deux familles. Aujourd'hui, cette tradition ancestrale ne requiert plus la même portée aux yeux de tous. Certains Béninois rencontrés par Bernice Oussou et Espoir Gbogbanou partagent ici leurs opinions. Un homme doit doter une femme, c'est ce qui est normal au Bénin. Donc ça ne devrait pas changer, on ne devrait pas copier les autres ou toute autre coutume. On ne peut pas accepter, il doit, parce que c'est notre coutume. Je ne sais pas pourquoi il va refuser de me donner la dot, je ne sais pas pourquoi. Je pense quand même que la dot est une tradition que nous avons vue, qui a été toujours d'actualité avant que nous naissions, que nous avons vue. Et en dotant la femme, ce n'est pas, je vais dire, l'acheter, mais d'abord participer à la sauvegarde du patrimoine que nous a laissé le parent, nos ancêtres, en quelque sorte, et en même temps montrer son intérêt à la femme qu'on veut pour le futur dans sa maison. J'aspire bel et bien doter ma femme, si j'ai les moyens. La dot, c'est un engagement entre les futurs époux. Au-delà de ça, c'est un respect envers la famille respective des futurs époux. Deux personnes qui s'aiment et qui veulent s'engager pour l'avenir ou bien qui veulent rester ensemble, l'époux doit forcément doter sa femme s'il veut réellement se marier. Parce que ce soit le mariage religieux ou le mariage civil aujourd'hui, il est exigé que l'on fasse la dot d'abord parce que c'est important. Ça fait partie de nos valeurs traditionnelles. C'est l'essence même de nos familles. Et donc aujourd'hui, même si les jeunes, certains jeunes pensent que ce n'est pas nécessaire de doter sa femme, moi, je pense que je reste positive et j'espère que cette tradition-là ne va pas disparaître au fil des années, même s'il faut la réadapter aux réalités d'aujourd'hui. C'est ici que prend fin cette dernière édition de cette semaine. Mesdames, Messieurs, il ne reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes Matin Libre Télévision et également suivez-nous sur le www.matinlibretv.bj. Portez-vous bien et à très vite.